Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on mesure la viscosité de fluides non newtoniens. Donc dans le but de vous montrer comment on aurait pu calculer, mesurer la viscosité dynamique du mucus de l'escargot. Donc aujourd'hui ça ne serait évidemment pas des mesures avec le mucus de l'escargot qui serait beaucoup trop difficile à collecter. Donc ce qui se rapproche le plus, ça va être du concentré de tomate Dollarama. Donc on va voir que ça a exactement le même comportement non newtonien que la bave de l'escargot. Donc j'ai pris un petit échantillon de concentré de tomate qu'on va placer dans le rhéomètre et puis on va voir son comportement. Donc l'idée, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, de faire ce type de mesure, c'est un bon indice de la consistance et de la qualité du produit. Donc par exemple, si on trouve une courbe de viscosité en fonction du cisaillement qui est proche de celle de l'eau, en termes de tendance, ça voudrait dire qu'on a un fluide qui est plutôt newtonien, et ça voudrait dire, en bout de ligne, qu'on a assez peu de tomates dans notre concentré, et que c'est composé en très grande majorité d'eau. Donc ce serait un concentré de moins bonne qualité. Si on retrouve un comportement non newtonien, donc on va voir réofluidifiant, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a beaucoup plus de macromolécules de tomates à l'intérieur de notre solution, ce qui est plutôt un gage de meilleure qualité. Donc on va voir comment ça se comporte à travers cette mesure-là. Donc ce que vous voyez ici, c'est un rhéomètre. Donc c'est pour la mesure de la viscosité dynamique et puis d'autres grandeurs rhéologiques de fluides complexes. Donc si on voulait mesurer par exemple la viscosité de l'eau, c'est possible, mais à ce moment-là, il y a des appareils aussi qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Donc on n'aurait pas à s'embêter avec ce genre de rhéomètre-là. Donc ce que vous voyez ici, c'est le rhéomètre. Vous voyez une géométrie ici qui est un cylindre qui va être en rotation. La partie en dessous, c'est aussi un cylindre qui est plus grand, qui lui est fixe. Et vous voyez, ces tuyaux-là, en fait, sont reliés à un bain thermostaté. Donc ici, en fait, c'est un élément chauffant ou refroidissant, enfin, en tout cas, qui va permettre de maintenir la température de la solution qu'on veut tester. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus volumineux. Et puis, on peut mettre différentes géométries à la place de ce gros cylindre-là. Donc, par exemple, ici, vous avez une géométrie de type Peltier sous forme d'une plaque. Donc là, il y a un élément Peltier à l'intérieur. Et on peut contrôler la température de notre solution aussi. Donc ça, quand on est en géométrie plus de type plaque, c'est parce qu'on veut mesurer plutôt les propriétés de gel, par exemple. Quand c'est plus liquide, on est obligé, pour des histoires évidentes, que le fluide, on ne veut pas qu'il s'enfuit de la géométrie, de rester sur des solutions plutôt entre deux cylindres concentriques. Donc là, le rhéomètre est en position à l'arrêt. Je viens de faire toutes les calibrations. Donc l'idée, c'est que ce cylindre-là va être en rotation. Celui-là est fixe. On connaît exactement la géométrie de ces deux cylindres-là, donc leur diamètre. Donc on va connaître le petit espace, le gap qui est entre les deux cylindres. Le rhéomètre ici va nous donner toutes les valeurs de température, de couple, de vitesse, de déplacement, de force, etc. Il est capable de reconnaître la géométrie qu'on vient de lui mettre. Il y a comme un petit code barre ici, qu'on ne voit pas là, mais qui est caché, qui lui permet d'extraire la valeur du diamètre, etc. Et donc c'est un système qui va nous permettre de mesurer le couple, donc en gros la contrainte, en fonction du taux de cisaillement. Alors là, pareil, il peut nous permettre de mesurer le cisaillement en fonction de la contrainte, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure plutôt la contrainte en fonction du cisaillement, et ça revient au même. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que sur ce cylindre-là, on a des jauges de contrainte qui sont capables de mesurer le taux, donc la contrainte de cisaillement en pascal, et le taux de cisaillement, comme vous avez pu le voir dans l'énoncé, il est directement proportionnel à la vitesse de rotation de ce cylindre-là et aussi proportionnel au gap et à d'autres paramètres géométriques, mais qui sont tous connus. Donc en mesurant le nombre de RPM du cylindre
qui tourne, on est capable de remonter au taux de cisaillement. Donc on a une jauge de contrainte qui permet de mesurer la contrainte de cisaillement, et le taux de cisaillement, c'est un nombre de RPM. Donc c'est comme s'il y avait un tachymètre intégré au réomètre. Donc là, je viens de placer la tomate dans l'espace entre les deux cylindres. Puis vous voyez ici, j'ai rajouté un petit cap en fait, qui permet d'éviter l'évaporation du liquide. Puis ça évite aussi que ça gicle du concentré de tomate un petit peu partout. Donc là, le réomètre a reconnu exactement la position la plus basse à l'intérieur dans le cylindre pour venir mettre le cylindre tournant exactement à cette position-là. Donc en gros, on a mis à peu près 20 ml de concentré de tomate. Donc après, je passe sur l'ordinateur. Donc vous voyez, j'ai calibré tout avant de commencer le test. Et puis je lui donne mes paramètres. Donc je veux à peu près garder une température de 22 degrés, même si ça n'a pas beaucoup d'importance dans notre test ici. Je veux une expérience qui, pendant la première partie, dure 300 secondes. Je vais monter de 0 à 300 secondes moins 1, donc ça c'est le taux de cisaillement. Et puis là, j'ai une deuxième rampe qui va partir de 300 secondes moins 1 à 0 en également 300 secondes. Donc en fait, je fais le chemin avant et puis je vais revenir au point de départ par le même chemin, par la même procédure. Et le but, c'est de voir si les valeurs de viscosité ou de contrainte vont changer. Donc là, j'ai juste à lancer ça. Et je peux lui demander de tracer donc le taux de cisaillement en abscisse, le gamma point, en seconde moins 1. Donc c'est directement le nombre de RPM modulo des préfacteurs qui dépendent de la géométrie. Sur l'axe des ordonnées en bleu, j'ai la contrainte. Donc nous on l'appelle généralement taux, mais ici c'est sigma. C'est la même chose, donc en pascal. Et je peux lui demander de tracer aussi la viscosité dynamique, donc en pascal fois des secondes, qui est la courbe verte. Donc c'est sûr que là, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe une mesure de rhéologie. Donc là, c'est ce qu'on appelle un test en écoulement. Ça veut dire que notre cylindre, il passe de 0 à, mettons, 100 RPM. Et puis il fait un point, par exemple, toutes les 10 secondes. Mais il continue à accélérer au fur et à mesure du temps. Mais on peut aussi faire des tests, par exemple, en oscillation. Là, le cylindre, il oscille autour d'un point avec une fréquence et une amplitude donnée. Et ça, c'est des types de tests qui permettent de mesurer, par exemple, le comportement élastique des fluides. Donc si, par exemple, on voulait faire des tests rhéologie sur du chewing-gum, ben, on voit bien qu'il y a un comportement élastique qui est beaucoup plus important que pour le concentré de tomate. Donc là, on ferait plutôt des tests en oscillation. Donc on ferait osciller le cylindre autour d'une position de référence. Donc là, c'est que des tests en écoulement. C'est ceux qui permettent d'avoir le comportement le plus important fluide directement. Donc on va pouvoir voir si le concentré de tomate est réofluidifiant, réoépaississant, s'il y a un seuil, ce genre de choses-là. Donc là, vous pouvez voir la courbe verte, qui est la viscosité, donc en fonction du cisaillement. On voit clairement une courbe qui décroît. Donc là, c'est clair que le concentré de tomate est réofluidifiant, de la même sorte que le mucus de l'escargot, ou que notre mucus bronchique à nous. C'est tous des fluides réofluidifiants. Donc ça se voit aussi avec la courbe bleue, donc la contrainte. Si on devait tracer par exemple la tangente en chaque point à cette courbe bleue, eh ben, on obtiendrait la courbe verte. Donc on voit que petit à petit, la tangente a une pente qui est de plus en plus faible. Donc c'est comme ça que ça se traduit par une viscosité qui diminue. Donc là, on vient de finir la première phase de montée. Donc le cylindre est passé de 0 secondes moins 1 à 300 secondes moins 1. Et vous voyez ici qu'il y a une deuxième courbe qui commence à se faire.
Et là, on est en train de faire la descente. Donc on passe de 300 secondes moins 1 à 0 secondes moins 1 avec les mêmes points et la même durée pour chaque point de mesure. Donc le but, c'est de voir si, en sollicitant de la même façon mais dans l'autre sens le concentré de tomate, on retombe sur les mêmes valeurs de contrainte. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a sollicité le concentré de tomate en quelque sorte un peu trop fort. Ça veut dire qu'on a cassé des chaînes de molécules de tomate à l'intérieur. Et généralement, si on veut qu'elles se reforment et qu'on retrouve l'aspect même visuel du concentré de tomate, il lui faut un certain temps de relaxation. Donc là, si on ne retombe pas sur les mêmes points comme ça semble être le cas, ça veut dire que notre protocole est rapide, on va dire, et que les molécules de tomate n'ont pas le temps de se réarranger comme elles étaient au départ. Donc ça montre le caractère thixotrope du concentré de tomate. Donc ça, c'est important, notamment sur le mucus bronchique pour l'être humain. Pour les gens qui ont la fibrose kystique, l'asthme, ou toutes ces pathologies respiratoires qui sont liées en fait à la présence de mucus bronchique en excès, on va dire, il y a plein d'appareils qui aident les patients à expectorer leur mucus plus facilement, qui sont basés sur des techniques qui viennent solliciter le mucus, donc qui viennent le cisailler, qui viennent lui imposer un shear rate, donc un taux de cisaillement, et à des fréquences suffisamment grandes pour que le mucus n'ait pas le temps de se réarranger. Donc on profite de leur caractère thixotrope pour abaisser leur viscosité le plus possible. Ça veut dire que le mucus va être plus liquide et du coup on va avoir plus facilement tendance à pouvoir l'expectorer, donc le cracher par la bouche. Donc pour le mucus bronchique ou le mucus de l'escargot, c'est important d'avoir ce côté thixotrope et le côté réofluidifiant. C'est ça qui permet, au plus on le sollicite, au plus il devient liquide. Donc nous, pour le mucus de l'escargot, le côté thixotrope, on ne le prendra pas en compte parce que ça veut dire que dans notre loi rhéologique, on devrait avoir un terme qui dépend du temps. Donc il faudrait qu'on ait une viscosité qui dépende du temps, et souvent c'est sous la forme d'une exponentielle. Donc ça rendrait le problème beaucoup plus complexe à résoudre mathématiquement. Mais a priori, il y a cette petite composante. Donc si vous regardez les courbes vertes pour la viscosité, le caractère thixotrope n'est pas très très grand. Donc c'est une hypothèse qu'on peut relaxer relativement facilement. Donc là, l'expérience touche pas mal à sa fin. Donc encore une fois, vous voyez clairement la viscosité diminue avec le taux de cisaillement. Donc c'est clairement réofluidifiant. Ça se voit sur la courbe bleue parce que la tangente à la courbe en chaque point est de moins en moins inclinée lorsque le taux de cisaillement augmente. Il y a un caractère thixotrope, puisque là vous voyez que la courbe bleue, on voit clairement une boucle d'hystérésis. Donc on fait le même protocole en augmentant le taux de cisaillement et en le diminuant, et on ne retombe pas sur les mêmes valeurs de contrainte. Donc c'est ça qu'on appelle la boucle d'hystérésis. Et suivant dans quel sens elle se fait, il est soit thixotrope, soit réopex. Mais bon, ça, c'est un petit peu plus poussé, donc on ne rentrera pas dans ce genre de détails. Une dernière chose, c'est que le concentré de tomate, ça a aussi une contrainte seuil, donc c'est un fluide de Bingham. Donc il y a un taux zéro, c'est-à-dire que dès qu'on n'a pas dépassé cette contrainte taux zéro, il n'y a pas d'écoulement. Donc c'est un peu le point qu'on voit ici, là. Donc à 0, évidemment, il ne se passe rien, donc on n'arrive pas à mesurer. Mais si je voulais avoir le taux zéro du concentré de tomate, il faudrait que je fasse une expérience uniquement dans cette zone-là et qui dure assez longtemps pour avoir le taux zéro de manière assez précise. Si on ne fait pas ça et qu'on veut avoir une idée du taux zéro, vous devez juste extrapoler cette courbe-là et la faire couper l'axe désordonné. Et ça vous donne votre valeur de taux zéro. Donc ici, si je veux donner un ordre d'idée de la valeur de taux zéro, c'est à peu près 150 pascal
Donc en dessous de 150 pascal, le concentré de tomate ne se met pas en mouvement. Au-dessus de 150 pascal, vous commencez à avoir un écoulement. Donc si vous avez bien regardé la partie court, un fluide qui a un seuil donc, de type Bingham plus un caractère réofluidifiant, ben, la meilleure loi pour approximer son comportement, c'est la loi d'Herschel-Buckley. Donc le concentré de tomate a ce comportement-là, le mucus bronchique a exactement le même comportement, et le mucus de l'escargot, c'est la même chose. Donc voilà, dernier petit mot pour voilà, vous dire que cette petite démonstration est terminée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser. C'était juste pour vous montrer et vous donner un premier aperçu de comment mesurer la viscosité dynamique de fluides complexes. Donc là, avec une géométrie de type couette cylindrique et avec une expérience, donc encore une fois, les valeurs seraient à prendre un peu avec des pincettes parce qu'il faudrait vraiment calibrer de manière très précise le protocole, c'est-à-dire jusqu'à quelle valeur de taux de cisaillement je vais, combien de secondes je passe par point de mesure, etc. etc. Donc là, je l'ai fait de manière un petit peu rapide pour vous donner une vague idée de comment faire une mesure, mais les valeurs seraient un peu à prendre avec des pincettes. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur une partie de la rhéologie. À bientôt.